Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous sur Média TV dans 11 Ito. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver comme chaque soir à la même heure. J'espère que vous avez passé une agréable journée. C'est l'heure pour nous de discuter de ce qui concerne votre santé et votre mieux-être. Alors, on sait très bien que pendant très longtemps, les professionnels, différentes spécialités justement médicales et scientifiques, sensibilisent sur les risques de surexposition et de surconsommation des écrans. Sauf que depuis le début de cette pandémie, eh bien, nos habitudes ont complètement changé et nous sommes pratiquement tous connectés constamment, que ce soit tablette, téléphone, ordinateur, que ce soit pour le télétravail, pour les enfants, à l'école, à la maison, bref, tout se fait par écran interposé. Quel risque sur notre santé, sur celle de nos enfants? Eh bien, on en parle tout de suite avec différents spécialistes. On en parle avec vous, docteur Helwi Mohamed Saïd, vous êtes ophtalmologue. Bonsoir docteur, c'est un plaisir de vous avoir. Bonsoir madame. Vous allez bien, Sidi, bien installé? Très bien. Très bien. Ça fait plaisir de vous voir. Ben, merci, le plaisir est partagé. Parfait. Shaima Eslama, vous êtes kinésithérapeute. Bonsoir, Shaima, tout va bien? Bonsoir Yasmine, très bien, merci. On vous voit pas, vous me regardez? Voilà, c'est bon. C'est vrai qu'on est à distance, mais le regard est important. Bonsoir, Shaima, tout va bien? Très bien, merci et vous? Super. Et Rita Alami, psychologue clinicienne. Bonsoir Rita, vous allez bien? Très bien, merci Yasmine. C'est un plaisir de vous retrouver, Rita. Alors, je commence par vous, justement. On a eu l'occasion à plusieurs reprises de parler de ce sujet, la surexposition, surconsommation de tablettes, d'ordinateurs, que ce soit pour les adultes ou pour les grands. Et puis, on a très, très souvent parlé de cette peur d'addiction aux écrans pour les enfants. J'ai l'impression que depuis le début de cette pandémie, plus personne ne parle de ça. Vous en pensez quoi, Rita Alami? En fait, je pense que nous sommes dans une situation atypique dans laquelle finalement nous n'avons pas trop le choix par rapport au fait que nos enfants soient exposés aux écrans. Après, c'est clair qu'il va falloir réajuster tout ça de manière à ce que nos enfants puissent utiliser les écrans sans être dans la surexposition et je pense qu'il y a moyen de faire. Mais là, actuellement, nous sommes tous en surexposition. Vous êtes d'accord? C'est clair que nous le sommes tous et toutes. Oui. Tous et toutes, absolument. Alors, on va commencer par les enfants. Les enfants, justement, même s'ils sont, on va dire, en présentiel, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se font à distance. Donc, les enfants passent beaucoup d'heures devant leurs écrans d'ordinateur. Est-ce qu'on peut encore parler de risque ou est-ce que le bénéfice-risque à présent est, on va dire, recalculé? Alors là, je pense que déjà, les parents ont et auront de plus en plus un rôle très important dans justement le rééquilibrage de cette nouvelle situation dans laquelle on vit et qui est liée justement à cette exposition aux écrans. Alors l'écran, avant on en parlait beaucoup, mais plus pour l'aspect, je dirais, nocif. Tous ces enfants qui jouent très tardivement le soir, qui font des nuits blanches, qui se déconcentrent de leurs études, etc. Là, les écrans font introduction avec, si vous voulez, plutôt un aspect éducatif qui se fait à travers l'école et à travers l'apprentissage. Et aussi un petit peu l'aspect récréatif quand les enfants jouent sur un écran ou quand ils se connectent avec leurs amis, ils sont plus dans le récréatif. Et là, je pense que les parents ont un rôle à jouer, notamment avec les jeunes. Et quand je dis les jeunes, c'est jusqu'à facilement l'âge de 15-16 ans. Et justement, c'est de pouvoir rééquilibrer tout ça. C'est-à-dire, déjà, il va falloir faire un planning avec les enfants, les petits qui sont, je dirais, avant le CM2, établir un planning. Alors, pourquoi le planning? C'est pour que l'enfant puisse prendre conscience lui-même de son temps de connexion, qu'il soit qu'il ait cours à plein temps, ou qu'il soit justement en système hybride, ou qu'il soit complètement, comme certains enfants, en présentiel. Il importe que l'enfant puisse calculer lui-même à la fin de la journée combien de temps il a utilisé sa tablette ou son ordinateur, combien d'heures, si vous voulez, il a joué à l'extérieur et combien d'heures il a parlé avec ses parents à table. Donc, le planning est très important et ça passe vraiment par la prise de conscience de l'enfant. Bien sûr, il va falloir aussi établir des règles un peu plus strictes que celles que nous avions auparavant avec nos enfants et nos adolescents, notamment par rapport aux heures où tout doit être coupé, Wi-Fi coupé, etc., comme les heures du repas, les heures où le dimanche, par exemple, quand on visite nos grands-parents, la famille. Et il va falloir aussi introduire des moments de sortie et de sport pour les enfants, encore une fois, pour qu'il n'y ait pas justement cette surexposition aux écrans.
Ok. Alors, je vais rebondir sur deux points essentiels que vous avez abordés. Rita, vous avez d'abord dit qu'il fallait couper le Wi-Fi. Il faut couper le Wi-Fi de temps en temps à la maison? Personnellement, je pense qu'il faut couper le Wi-Fi parce que les jeunes, et je pense qu'on le voit un peu tous, si on laisse le Wi-Fi, ils sont capables de dormir et de se réveiller à 3 heures, 4 heures du matin et de se reconnecter. Donc, je Ok. pense qu'à un moment, oui, il faut couper le Wi-Fi, oui. Ok. Alors, deuxième point sur lequel je souhaite rebondir avec vous, c'est par rapport au risque de surexposition. Aujourd'hui, les enfants, comme vous l'avez dit, même en système hybride, ils passent beaucoup de temps sur l'ordinateur. Et donc, ils sont, on va dire, constamment face à cette machine. Est-ce qu'il n'y a pas de risque sur leur développement cérébral, sur tout ce côté, on va dire, d'addiction dont on a toujours eu peur? Mhm. Alors, en général, les enfants ne vont pas, et même les adolescents ne vont pas développer d'addiction s'ils sont, par exemple, sur leur tablette 8 heures par jour pour être en cours. À quel moment l'enfant et l'ado développent une addiction? C'est quand il y a une sécrétion de dopamine, et ça se fait souvent en situation de jeu, Ok. ou lorsque l'enfant il est pris dans des séries, des choses comme ça, quand il est dans le plaisir. En général, les enfants ne sont pas forcément dans le grand plaisir quand ils sont dans un cours avec un enseignant. Donc, non. Développer une addiction, non. Par contre, ce que l'enfant pourra développer de plus en plus, ce sont les difficultés d'attention et de concentration qui déjà, depuis malheureusement quelques années, sont en train de chuter de plus en plus, puisque l'enfant développe avec les écrans la notion d'impulsivité et puis ce, j'allais dire, cette habilité qui est celle de se concentrer sur quelque chose qui est ennuyant, notamment l'apprentissage, les enfants d'aujourd'hui sont en train de la perdre. Donc, encore une fois, là, il y a le rôle des parents qui est d'introduire des choses comme la lecture, comme les arts, comme le dessin, la danse, toutes ces choses parascolaires qui permettent à l'enfant justement d'avoir un rythme hebdomadaire qui soit équilibré. Donc voilà, l'idée est dans l'équilibre et encore une fois, une charge supplémentaire sur les épaules des parents, justement, parce qu'avec tout ce que l'on vit actuellement avec cette pandémie et ce qu'elle nous impose, l'école à la maison, même si on nous dit qu'il ne faut pas faire l'école à la maison, il ne faut pas faire les profs à la maison, mais bon, on ne peut pas s'en empêcher, on est obligé de surveiller ce qui se passe. Et là, on nous rajoute également cette responsabilité supplémentaire d'aider à cet équilibre, à trouver cet équilibre pour le bien-être de l'enfant. Rita Alami, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous libère et on continue avec les autres professionnels de la santé qui sont là, Shaima Eslama, kinésithérapeute, et Dr Helwi Mohamed Saïd, ophtalmologue. Et justement, je me tourne vers vous, Dr Helwi, par rapport à notre santé oculaire, la santé de nos yeux. Est-ce que nos yeux, depuis, on va dire, le début de cette pandémie, est-ce que le rythme de vos consultations et les causes des consultations auraient changé et en quelque sorte auraient un lien avec cette surexposition aux écrans d'ordinateur? Bonjour, Madame Yasmine. Effectivement, depuis le début de cette pandémie et surtout après la reprise scolaire, on voit énormément d'enfants et de parents d'enfants qui se plaignent de problèmes oculaires, à savoir des picotements, des sensations de brûlure, des maux de tête, etc., plus qu'à l'ordinaire. Et je pense que c'est en rapport avec l'usage excessif des écrans. Donc, vous savez que quand on utilise un écran, on clean moitié moins. Habituellement, on clean environ 16 fois par minute. Et après l'usage, au moment de l'usage de l'écran, d'un PC, d'une tablette, d'un smartphone, cette fréquence est divisée par 2, ce qui entraîne un assèchement des yeux, donc qui donnera la sensation de brûlure, la sensation de vision floue, etc. Et tout cela constitue un motif de consultation qui est plus fréquent qu'habituellement. D'accord. Donc pour les adultes et pour les enfants aussi, parce que les adultes aussi ont beaucoup travaillé à la maison, le télétravail, l'ordinateur. C'est les deux, madame. C'est les deux. Ce sont des motifs de consultation encore, je dirais, plus fréquents pour les adultes que pour les enfants, parce que les enfants ont encore des yeux qui sont en bon état, alors que les adultes, habituellement, peuvent avoir un début de sécheresse oculaire qui est aggravé par l'usage fréquent et prolongé
des écrans. Et ça se manifeste comment, justement? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des sensations de brûlure. C'est ce qu'on appelle la fatigue visuelle informatique c'est des brûlures, c'est des picotements, c'est des douleurs orbitaires et des douleurs oculaires sourdes. Et puis, c'est l'impression de plus mal voir. Et ce qui arrive surtout chez les adultes, c'est quand ils sont en télétravail ou sur écran de manière prolongée, quand ils regardent au loin, ils ont un moment où c'est flou. Donc, il faut que le zoom oculaire fonctionne de nouveau. Donc, ça, c'est les motifs de consultation. Et chaque signe a son importance, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de la sécheresse, mais il y a également le couple accommodation-convergence qui est plus fragilisé chez les adultes que chez l'enfant, et surtout après l'âge de 40 ans. Donc, la consultation chez un spécialiste en ophtalmologie est tout à fait légitime pour faire la part des choses. Et peut-être de temps en temps, les deux actions sont intriquées, c'est-à-dire aussi bien l'assèchement oculaire qui engendre les signes de la sécheresse et le trouble d'accommodation-convergence. D'accord. Mais à ce moment-là, oui, pardon, oui. Est-ce que c'est réversible comme situation ou pas? Oui, c'est réversible. Ce sont des cas qui sont réversibles moyennant une meilleure hygiène de vie, un traitement adapté, comme j'ai dit. Par exemple, pour ceux qui ont un assèchement oculaire, ils doivent penser à cligner plus, éventuellement à mettre des larmes artificielles. Pour ceux qui ont des troubles d'accommodation-convergence, si c'est l'accommodation, donc ils ont besoin d'avoir une correction par lunettes qui doit être adaptée. Et ce n'est pas une correction qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire il faut mettre des cycloplégiques, même chez les adultes, pour détecter une petite hémétropie. Donc, et souvent, soit c'est un astigmatisme, soit c'est une hypermétropie qui est cachée. Et donc, on découvre par la mise de cycloplégiques. Dans d'autres cas, c'est les muscles oculaires qui sont fatigués puisqu'ils travaillent trop. Et il faudrait faire de la rééducation orthoptique chez un spécialiste, donc chez un orthoptiste. Ok, mais est-ce que vous pensez qu'avec cette pandémie et avec ce qu'elle nous impose comme nouveau rythme de vie et de travail, est-ce que cette fatigue oculaire informatique pourrait devenir une maladie professionnelle, Dr El-Helloui? Ça, c'est au législateur d'en décider finalement, mais théoriquement, ce sont les employeurs qui devraient prendre en charge cette nouvelle donnée. Mais bon. Vous restez diplomate dans votre réponse. Mais moi, je veux la réponse du professionnel de santé que vous êtes. Vous me posez une question qui devrait être débattue au niveau législatif. Est-ce que c'est une maladie professionnelle ou pas? A priori, oui. A priori, oui. Mais ce ne sont que comme j'ai dit, c'est une gêne, c'est quelque chose de réversible et de pas grave. Mais ce qui se cache derrière est beaucoup plus grave. Les écrans émettent des lumières bleues. Ces lumières bleues peuvent endommager la rétine et c'est quelque chose qui est beaucoup plus grave. En plus, quand on est sur un écran de manière prolongée, on induit une myopie. Et vous savez, dans les pays industrialisés, il y a actuellement une véritable épidémie de myopie qui se voit chez les jeunes et elle est très probablement due à l'usage excessif des écrans et de la vision de près, puisque comme les enfants ne jouent plus, ne s'amusent plus, n'ont plus d'activité dans les grands espaces, tout leur temps, ils sont en face d'un écran. C'est là où ils jouent, c'est là où ils étudient, c'est là où ils font
il y a des enfants qui sont connectés pendant 9 heures par jour. Vous imaginez ce que ça veut dire 9 heures par jour, madame? Mais dans ce cas-là, ces ordinateurs, enfin ces écrans malmènent véritablement nos yeux. Au-delà de la fatigue oculaire, comme vous l'expliquez, docteur, c'est les dégâts que ça fait à la rétine. Ces dégâts ne sont pas réversibles, justement. Exactement. Scientifiquement, on n'a pas encore prouvé que ces dégâts rétiniens, maculaires, sont dus à l'usage excessif des tablettes, enfin des écrans. Des écrans. Mais il y a une très forte présomption, puisque c'est la lumière bleue qui est connue pour être toxique sur la rétine, qui les engendre. Bon. Et les enfants sont encore plus exposés que les adultes, puisque leurs yeux n'ont pas encore acquis la maturité et la protection nécessaire pour se défendre contre ces lumières bleues. Donc, on recommande l'usage de filtres écran sur les ordinateurs, de lunettes avec filtre anti-reflet bleu contre la lumière bleue pour limiter cette action. Et puis, surtout, les enfants ne doivent pas rester sur ordinateur. Et il y a des recommandations qui sont faites, mais je pense que c'est un vœu pieux qui veut que l'enfant jusqu'à 6 ans ne doit pas dépasser 1 heure par jour sur un PC. Jusqu'à 12 ans, c'est 2 heures par jour. Et à 20 ans, c'est 3 heures. Oui, mais là, l'école à distance ou le système hybride vient justement balayer d'un revers de la main tous ces... Exactement. C'est ça. Exactement. Votre souhait, justement, dans ce contexte, docteur? Pardon? Pour les enfants. Votre souhait dans ce contexte de pandémie par rapport à la santé oculaire des enfants, surtout, comme vous dites? J'espère que tout le monde va reprendre une vie normale, parce que c'est quelque chose d'éprouvant, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et du point de vue visuel, effectivement, on risque, si on continue comme ça, avec la distance, avec l'usage excessif des écrans, on va avoir d'autres pathologies oculaires qui ne sont pas encore décelables en ce moment. Et surtout, on va avoir une vision, des problèmes dégénératifs maculaires qui seront beaucoup plus fréquents et à un âge beaucoup plus précoce. Merci beaucoup, docteur Helwi Mohamed Saïd, ophtalmologue à Marrakech, d'avoir été avec nous. Je vous libère. Merci infiniment, docteur. Alors, on a passé merci, docteur Helwi. On a passé le volet psychologique, on a passé le volet de la santé des yeux. Et là, qu'est-ce qui est malmené aussi constamment face aux écrans? C'est bien sûr nos épaules, notre cou, nos cervicales. Et avec nous, pour savoir comment soulager tout cela, une kinésithérapeute, Shaima Eslama. Bonsoir, Shaima. Merci d'être là. Bonsoir. Merci. Tout va bien? Très bien, et vous? Dites-nous, qu'est-ce qui souffre le plus de ce télétravail, de cette école à distance, etc., du fait d'être constamment assis face à un écran? Qu'est-ce qui souffre le plus au niveau de notre squelette? Alors, j'ai envie de dire tout, en fait, puisque on a en fait nos épaules et nos cervicales qui sont constamment sollicitées dans cette position, les hanches, les lombaires. Et ils sont sollicités comment? Ils sont sollicités parce qu'on est assis de manière très prolongée. Et ça peut créer des tensions, et ces tensions-là vont vraiment mener à des douleurs chroniques. Et vous êtes là, Shaima? Oui, je suis avec vous. Oui. Parfait. Alors j'ai une question aussi de la part d'une téléspectatrice qui se posait cette question par rapport à un problème de canal carpien au niveau de la main. Est-ce que c'est dû justement à l'utilisation de la souris prolongée de l'ordinateur? Aussi. Donc, en fait, le fait d'utiliser aussi le clavier, d'avoir la position des poignets aussi de manière prolongée va aussi provoquer une compression en fait, des nerfs au niveau du poignet. Et donc, on peut développer aussi ce fameux canal carpien qu'on ne souhaite pas avoir. Mais ça, c'est dû en fait vraiment à la position prolongée. D'où l'importance d'adapter sa pratique en fait, à la maison et de faire des pauses pour pouvoir en fait, un petit peu mobiliser le corps. Alors, des pauses, vous proposez quel rythme? Eh bien, toutes les 1h30, je dirais.
D'accord. Que ce Une soit heure et pour les demie, enfants comme pour les adultes. adultes. Exactement, de marcher un tout petit peu, de mobiliser un tout petit peu ses cervicales, de mettre à côté de son plan de travail à la maison un petit tapis pour faire quelques étirements pour le dos, pour les lombaires. Donc Alors, quand voilà, on il y est a au moyen de... bureau aussi, Oui. par exemple, ou même à la maison, qu'on ne peut pas trop bouger, est-ce qu'il y a des petites choses que l'on peut faire tout en restant assis? Et je pense même à ceux qui passent la journée au bureau, qui travaillent toute la journée. Donc, justement, assise ou assis sur sa chaise de bureau, est-ce qu'il y a des petites choses très simples à faire? Bien sûr, on peut mobiliser un petit peu la tête pour travailler la nuque, les épaules aussi. Donc, je vais vous montrer quelques exercices. D'accord. On va vous Donc, garder pour en image large, comme ça les D'accord. téléspectateurs pourront vous suivre. Allez-y, Cheyma. Alors, pour la nuque, on peut faire des flexions-extensions. D'accord? On peut le faire ça quelques fois, tourner la tête, faire des rotations, 10, des 10. inclinaisons. Voilà, on peut en faire 10. Voilà, c'est vraiment pour un petit peu dénouer. Et alors, on peut aussi mobiliser les omoplates et les épaules, puisqu'ils sont aussi sollicités, puisque plus on avance dans le temps devant l'écran, plus on a tendance à arrondir le dos aussi. Donc, il ne faut pas oublier le haut du dos et les épaules. Donc, on va aussi faire des cercles, voilà, dans un sens et puis dans l'autre, ou même de manière alternée. Et puis on peut, voilà, si maintenant on ressent des tensions, c'est ce qu'on veut éviter avec ces mouvements puisque c'est de la prévention, mais si jamais on a des tensions, on peut venir faire un automassage en faisant des frictions sur le côté des cervicales au niveau des muscles et puis ici au niveau des trapèzes. Donc ça c'est possible aussi pour un petit peu se soulager. Ok. Est-ce que vous avez vu un changement, on va dire, dans les demandes de vos patients depuis le début de cette pandémie, avec justement ce nouveau rythme de vie, ce nouveau rythme de travail, le fait de rester assis très longtemps, de travailler trop longtemps devant l'ordinateur, les enfants aussi peut-être. Est-ce que vous avez remarqué, on va dire, un changement épidémiologique, si j'ose dire? Bien sûr, juste après le confinement, il y a eu une explosion de patients qui avaient des douleurs au niveau des cervicales, au niveau des épaules et au niveau du dos. Voilà, c'était vraiment impressionnant de voir ça. Et c'est vraiment des jeunes patients. J'avais une patiente de 23 ans qui avait mal partout, au niveau des hanches, au niveau des cervicales, au niveau des épaules. Et c'était vraiment dû à la sédentarité, dû au fait de rester devant son écran de manière prolongée. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas seulement la position prolongée, c'est aussi le fait qu'on ne fait plus de sport. Et puis certaines salles de sport ont aussi fermé. Donc du coup, voilà, ça a un petit peu voilà, déséquilibré tout le corps. Absolument. Et les enfants dans tout ça, parce que bon, là, ils ont, avec l'école traditionnelle classique, c'est aller à l'école, rester assis, oui, mais il y a aussi la récréation, on bouge, on court. Et là, ils sont un peu plus sédentaires que d'habitude. Est-ce que là aussi, les enfants, vous pouvez proposer quelque chose? Est-ce que vous voyez qu'ils commencent, peut-être, je ne veux pas être alarmiste, mais est-ce qu'ils développent des petits malaises aussi? Alors les enfants, on le remarque pas tout de suite. C'est vraiment, enfin les tout petits, c'est vraiment vers l'âge de 11-12 ans qu'on commence à constater certaines choses, puisqu'ils ont tendance un petit peu à décrocher au niveau du sport, ils font plus trop de sport. Voilà, ils rentrent dans la préadolescence et donc ils sont beaucoup plus intéressés aussi à la technologie et tout ça. Donc du coup, on voit qu'ils prennent un peu plus de poids, ils ont un peu plus mal de dos, plus de scoliose. Donc c'est souvent vers cette tranche d'âge. Alors, moi, ce que je propose, c'est comme elle a dit la psychologue, Madame Rita, ouais. c'est d'introduire en fait dans le planning aussi des moments où on fait une petite activité. Donc, heureusement, Internet, c'est pas que du négatif. Il y a aussi énormément de vidéos. On peut voir des séances de yoga parents-enfants. Donc, on peut faire pas mal de choses et ça commence très très tôt. Moi, je conseille toujours de commencer trop. La prévention, ça commence dès l'enfance. C'est ça. Donc, vous n'êtes pas contre ces petites vidéos qui circulent? On voit justement un boom de vidéos de yoga, d'étirements sur YouTube et sur Internet de façon générale. Vous n'êtes pas contre en tant que professionnel? Alors, je suis pas contre, mais il faut quand même vérifier le site et quand même le sérieux aussi de la vidéo. Donc, je conseille quand même à nos téléspectateurs de quand même, voilà, avoir cette vigilance, c'est de bien voir un petit peu d'où vient, qui est la personne aussi qui donne le cours, etc.
Merci beaucoup, Shaima Eslama, d'avoir été là. Vous êtes kinésithérapeute à Rabat. Merci à tous les professionnels de la santé qui étaient là autour de cette thématique de l'ordinateur et de la surutilisation, consommation que nous en faisons actuellement en période de Covid. J'avais avec moi le docteur Helwi Mohamed Saïd, qui est ophtalmologue, et également Rita Alami, qui est psychologue clinicienne. Un grand merci à toute l'équipe en régie. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure sur Médien TV, mais avant à 15h30 en direct avec Farhana sur Médien Radio. Au revoir et à demain.